Pas besoin de vous rappeler quand les gens trollaient par rapport à Kaguabashi sur Twitter. Mais les gars, en fait, je vois pas un manga qui regarde Kaguabashi droit dans les yeux. Dans les mangas Nugel actuellement, dans les gars, s'il vous plaît, quittez la vidéo. Quand je dis manga Nugel, les gars, je parle des mangas sortis cette décennie à partir de 2020. Voire même carrément, je dirais que le tweet qui disait que Kaguabashi, on peut enfin se le dire, c'est mieux que Boruto, c'est réel. Les auteurs de Boruto rêveraient que Boruto ait autant de flow, qui dégage une aura aussi violente que celle de Shiro dans le manga, mais bon, malheureusement, ils n'y arrivent pas. Hein. Et encore une fois, il y a Kishimoto qui est impliqué dans un échec et ça me fait mal au cœur, les gars, je vous mens pas. On suit Shiro qui forgeait des épées avec son père Konishige, mais un jour un groupe nommé Ishaku tue son père pour récupérer les sabres ensorcelés qu'il avait forgés. Car avant tout ça, il y avait une guerre, et pendant cette guerre, le père de Shiro a forgé 6 épées ensorcelées, qui ont permis de stopper cette guerre. Et des années plus tard, Ishaku a volé les sabres, et Shiro cherche à tous les récupérer. Franchement, je pensais que j'allais lire un énième shonen où vas-y, un coup le personnage principal est intelligent, un coup il est bête, ou sinon au début il est timide, et après plus il prend en puissance, plus il est power up, plus il commence à devenir confiant, etc. Là, non, voilà, non, là, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Là, c'est totalement l'inverse, carrément. Et je sais pas si vous avez vu, mais en fait, on a changé de langue, quoi. Enfin, je sais pas si vous aimez bien, peut-être. Peut-être je préfère celui de l'ancienne vidéo. Shiro, c'est un bon protagoniste. Pas un storytelling de fou, mais bon, les gars, c'est pas un seinen. Commencez même pas à demander des trucs de fou, s'il vous plaît, c'est pas ce qu'on demande. Shiro est froid, un peu dark, mais pas dark pour être dark. Parce que ça, c'est nul, on voit les persos juste dark pour le flow. Là, il y a des raisons et des remises en question constantes. D'ailleurs, j'ai 2 mots à dire là-dessus. Car j'ai vu une vidéo qui comparait Shiro à Batman en disant que c'était un anti-héros, etc. Alors franchement, je vois pas trop le rapport. Parce que pour le coup, Batman, c'est vraiment un héros et il tue personne. Alors que Shiro, bah, juste prend un mauvais regard et peut te laisser pour mort, quoi. Donc les gars, préparez-vous. Un jour, il y aura un Lacosten sur Shiro, les gars. Moi, je préchote qu'Afro-Roshi fera cette vidéo, c'est sûr. C'est tellement le tapin aussi. Les gens qui disent que Shiro, le personnage, est chiant, surtout parce qu'il est pas inspirant. En fait, les gars, vous voulez quoi? Vous voulez qu'en fait, qu'on tourne en rond, qu'à chaque fois, on voit le même personnage, hop là, il sort d'en bas, il est tout seul, puis après, il sort de nulle part, ça devient le maître, le personnage peut faire son verse. Non, les gars, s'il vous plaît, pour une fois, on a un truc différent, soyez contents. Franchement, mangez juste le poulet. Voilà, mangez juste le poulet. Si vous voulez pas de l'assiette, les gars, il y en a d'autres qui vont dans de l'assiette. Hein. Il y en a plein, plein, plein qui vont dans de l'assiette. Donc voilà, les gars, arrêtez de faire chier en disant que, ouais, Shiro, c'est nul, le personnage, il est nul, parce qu'il est pas inspirant, non. Laissez juste l'assiette pour les autres là ce coup-ci. Pour l'instant, Kaguabashi a 2 arcs. Oui, je compte pas le début avec Sojo comme un arc parce que ce serait trop donné de gaz à ce type qui est nul en fait. Et donc, on va parler de ce que je considère comme le premier arc, l'arc Raikuzaishi. Moi les gars, Shiro, je l'aime bien. Hop là, son père il meurt à 15 ans, on le recueille. Petite ellipse pendant 3 ans, où juste on nous dit qu'il s'entraîne, etc. On nous dit pas qu'il a fait de gros combats, à part si ça s'est passé en off-screen et qu'ils nous ont pas dit. Mais ils ne disent pas qu'il a fait de gros combats. Tranquille, il manie l'épée. Jusque-là, pas de problème. Un jour, Sojo, un mafieux qui a une épée ensorcelée, compte la vente aux enchères au Raikuzaishi. Shiro la prend et il se dit vas-y, faut que je le retrouve et je le mets. Normal, j'ai envie de dire. Sauf que Sojo, c'est pas n'importe qui. Sojo, c'est une grosse tête de la pègre, le boss des boss. Vraiment tellement il craint que le gouvernement, ça fait 10 ans qu'il le cherche. Oui, 10 ans. Carrément, il y a une unité anti-Sojo. Bah, tout ça, les gars. Ça lui a rien fait. Il est parti solo le mêler. Enfin, premier combat, il se fait mêler, il taille. Il fuit, il met la I. Deuxième combat, il le gagne. Et en fait, le problème, c'est pas que le deuxième combat, il le gagne. C'est que l'unité anti-Sojo, qui est venue pour aider soi-disant Shiro, ils étaient tellement éteints. En fait, ils avaient un plan. Shiro leur a dit, ouais, il fait ci, ça, il a telle technique et tout. Ils se sont fait mêler en 6v1, les gars. C'est trop une folie. Alors que Shiro, il est revenu de l'hôpital, encore un peu blessé. Il a mêlé Sojo facile. Un petit 18 ans qu'il avait jamais fait un gros combat. Hein. Puis sérieusement, moi je trouve ça fait le charme du personnage. Un personnage qui a peur de rien, nourri que par la haine et l'envie de vaincre, ça change un peu. Juste un peu. Mais cette envie ne le mène pas toujours dans de beaux draps, forcément. Elle a ses limites. Déjà, il devient recherché partout, par les Yakuza, par le gouvernement, car ils ont découvert qu'il avait une 7ème épée et c'est lui qui la détient. Mais bon, parlons plus du Raikuzaishi. Le Raikuzaishi, c'est une vente aux enchères dirigée par la plus grande famille de mafieux, les Sanazami. Et il y aura toutes les grosses têtes de la pègre, le gouvernement et surtout Ishaku, qui vend l'épée ensorcelée la plus dangereuse pendant l'enchère. L'histoire va à un bon rythme, pour pas trop spoiler l'arc, ça nous fait comprendre pourquoi les épées sont boostées, vraiment trop boostées. Genre si t'affrontes un mec et tu tire une épée ensorcelée, mon gars, mets fin, t'es toujours tout seul, ça ira plus vite. Mais aussi, on apprend qu'il y a un secret qui se cache derrière les épées, car oui, tout n'est pas tout beau tout rose. Moi personnellement, j'ai bien aimé l'arc et les combats, surtout qu'il y en a beaucoup, mais en vrai,
Et je dirais le seul défaut à la limite, c'est que Chihiro il est trop boosté dès le début, comme dans les isekai. Second arc, les gars. On sait pourquoi la frappe du quartier est validée par les clients. Demandez à Kishimoto, il va vous dire. Les gars, vous croyez quoi? Dans cet arc-là, il y a tout ce qu'il faut. De la tape, du plot twist, un grain d'émotion. Ah non, non les gars, je vais vous décevoir. Il n'y a pas d'inspiration. Chihiro, il est toujours pas inspirant, les gars, désolé. Tous ceux qui s'attendaient à ce que... Les gars, désolé, il n'est pas inspirant. Là, c'est un arc avec plus de storytelling et moins de combat. Surtout qu'en plus, là, je pense que l'arc, il est loin d'être terminé au vu des événements, de ce qui se passe. Et franchement, c'est pour le mieux. Petit résumé de l'arc. Désormais, Ishaku veut chercher chaque ancien détenteur d'épée et les éliminer. Car quand tu es détenteur de sabre ensorcelé, tu dois passer un pacte. Et tant que ce pacte n'est pas rompu, en fait, tu peux pas avoir un nouveau réel détenteur d'épée. Donc, c'est pour ça que Ishaku cherche à éliminer désormais les 7. Et c'est vraiment cool parce qu'on apprend pourquoi le Kamunabi s'est affaibli et surtout qu'il y a une snitch au Kamunabi. Et que c'est grâce à lui qu'ils ont tué le père de Chihiro. Ishaku veut recréer le chaos car les détenteurs de sabre sont vus comme des héros, alors qu'en réalité, on nous laisse planer un doute que non. Cet arc-là, en termes de combat, pour l'instant, c'est insane. Les gars, c'est insane. Et instant spoil à foison déjà, merci Samura d'être dans cet arc parce que vraiment, il le carré à lui tout seul. T'es là, t'apprends qu'il est aveugle, mais au final, il n'est pas aveugle. Il tue Chihiro et Yoji, mais il les tue pas totalement, il les tue juste assez pour peu qu'ils soient considérés comme détenteurs d'épée. Puis, il revient double plot twist, on apprend qu'il travaille avec les méchants, mais en fait, il travaille aussi avec les gentils. Oh là là. Oh là là. Mais vous vous doutez encore de la frappe du quartier, là? Vous savez pas pourquoi Kishimoto l'avait dit, là, en entendant ça, là? Aussi, en même temps, on tease le détenteur d'épée qui se fait engloutir par son envie de battre. Et tout ça, là, c'est que le début, hein. Carrément, le combat Samura versus Chihiro. Le combat était tellement beau, j'imagine même pas le jour où il sera animé et les OST qui vont sortir. En espérant qu'ils ne font pas une bulldog. Sinon, j'en ai pas parlé, mais les personnages secondaires, ils sont bons aussi, comme Akuro Togo. Et c'est tout. Parce que je trouve le reste, ils apportent pas assez à l'histoire, dans le sens où pour le storytelling, laisse tomber les plot twists de Samura, sa petite fille et le clan qu'on a découvert. Merci d'exister, tout simplement. Mais Salut, moi. Merci. Du côté de Chihiro, si on est honnête, y a rien. Hein. Y a pas de rencontre qui l'ont fait changer, car toujours soit il s'adapte à lui, ou sinon Chihiro va faire des trucs sans eux. Par exemple, ce serait bien qu'il y ait genre un petit événement, même si oui, l'événement que son père il est mort, c'est un événement en soi, mais aussi un petit événement qui fasse que Chihiro, qui change un peu. Parce qu'en une centaine de chapitres, il n'a pas réellement changé, il est toujours solitaire, et en vrai, c'est un truc qui pourrait vite saouler. Avant de finir la vidéo, je voulais parler d'un truc que je trouvais important, c'est qu'en la faisant, j'ai découvert que Kaguya-Bashi, c'est pas le manga le mieux noté de l'auteur. Genre, le manga le mieux noté de l'auteur, c'est un one-shot. Donc, on va parler de tous les one-shots qu'a fait l'auteur. En vrai, il y en a 5. Ça va, il y en a 5. On va parler des 5 one-shots, et on va un peu les noter, parce qu'il y en a, il y a des choses à dire. Et il y en a, c'est totalement perturbant en fait. Déjà, back to back à la belle époque, on va faire une tier list à la fin de chaque avis. Tranquille. Premier one shot, Shane. On suit deux persos, Kuro et Kaoru, qui sont des shinobi et qui sont dans Kaguya-Bashi en vrai. Parce que regardez, les deux personnages sont dans Kaguya-Bashi. Et surtout, le méchant ressemble grave à Samura. Shane, c'est une histoire simple. Ils sont appelés par le gouvernement pour battre un épéiste qui tue une brigade à lui tout seul. L'histoire est bien, mais sans plus. Si je donne une petite note, je dirais 5. C'est bien, mais tu vas pas retenir ce one-shot dans ta vie. Second one-shot, Enten. Oui, Enten, comme la technique trop boostée de Chihiro. On suit Tuma et En, qui sont des enfants qui apprennent à se battre pour développer des bêtes spirituelles. Car dans leur monde, avoir une bête spirituelle, c'est être au sommet de son art. Petite rivalité entre les deux, forcément, car En, c'est un crack, et Tuma, c'est un mec ordinaire. Voilà, comme Obito et Kawashi. Un jour, En se fait kidnapper, et Tuma le sauve avec un power-up où il débloque sa bête spirituelle. Heureusement, c'est un one-shot, car être au sommet de son art à 10 ans, c'est pas normal. Mais bon, one shot basique. Franchement, un petit 6. Bon, troisième one shot, on passe à plus sérieux. Saraba Cherry Boy. Peut-être le meilleur one shot que j'ai lu de ma vie pour l'instant. On suit Ryu, un voyou qui fait ses missions tranquilles. Un jour, il tue un mec, et puis voilà, la vie continue. Le lendemain, il va capter sa meuf. Sauf que le problème, c'est quand il capte sa meuf au resto, Ryu, c'est un mec qui parle beaucoup. Voire même beaucoup trop. Car il donne toutes les infos sur son gang. C'est quoi les habitudes de chacun. Qu'est-ce qu'ils aiment faire, où est-ce qu'ils traînent, qu'est-ce qu'ils préfèrent manger, etc. Il donne tout ce qu'il y a à donner à sa meuf. Le truc c'est quoi, c'est qu'il sort du resto, sa meuf elle lui dit ouais, j'ai un petit endroit à te montrer et tout, tu vas voir, tu vas kiffer. Elle l'emmène dans une petite ruelle, elle le tue. Simple. Sauf que là, plot twist, elle dit c'est moi la protagoniste et désormais vous allez suivre mon histoire. Et d'un coup, on voit tous les flashbacks qu'elle a avec le mec que Ryu l'a tué et on voit qu'en fait, elle considérait le mec comme son père et qu'elle a approché Ryu pour qu'il tombe amoureux et qu'il lui dise tout sur le gang. Et du coup, elle a tué tous les mecs du gang, tous les policiers qui étaient aussi impliqués dans cette affaire et qui lui avaient menti. Fallait voir ma tête quand j'ai vu le plot twist, les gars. J'étais choqué, premier degré. Sur un one shot, un plot twist comme ça, non,
Franchement, si je mets une petite note, 9. Juste pour le plot twist, 9. Quatrième one shot, Madiga Wadam. On suit un mec qui se fait harceler à l'école et un jour, il parle à la fille juste devant lui en classe. Et il découvre qu'elle parle pas trop, mais elle a l'air sympa. D'un coup, ils discutent et des mecs viennent juste lui faire perdre son aura devant sa meuf. Sauf que la meuf de nulle part, hein, vraiment de nulle part, elle regarde son bracelet, elle le transforme en Golok et tue chaque mec qui l'a harcelé. Et juste après ça, elle l'embrasse. Le mec, il est en pleurs, il comprend rien à ce qui se passe. En vrai, le one shot, j'ai pas aimé, mais la fin m'a fait bien rire juste parce que ça sortait de nulle part en fait. Donc, pareil, un petit 5. Dernier one shot, Roku no Meyaku. On suit Roku, un assassin du clan Kurokai. On voit que Roku est triste car son meilleur pote Machine est mort, car lui et Roku avaient pour habitude de ne pas tuer les innocents. Même si on leur ordonnait de le faire, Machine, lui, ça l'a retrouvé, ça l'a tué, mais pas Roku. Et désormais, Roku cherche à se venger. Un jour, Lucien, un petit démon, vient parler à Roku et lui dit qu'il a besoin d'un agent. Mais pour être son agent, il faut que Roku signe un pacte avec lui. Et dans ce pacte, pendant 5 ans, Roku ne peut pas mourir. Et chaque personne qui tuera ira en enfer. Mais lui aussi ira en enfer directement après les 5 ans. Au début, Roku refuse. Il va au QG du clan. Il tue tout le monde, etc. Au final, il prend un vieux mensonge. Il se fait planter par tout le monde. Il est au bord de la mort. Et après, il dit à Lucie de venir. Hop, il signe le pacte. Il se réveille. Il tue tout le monde. Et l'histoire est finie devant la tombe de Machine. En vrai, c'est dommage parce que pour le coup, là, c'est vraiment un manga qui donne envie qu'il soit développé. Et je comprends pourquoi il est bien noté que Gorabashi, parce que pour le coup, lui, il te laisse vraiment sur ta faim quand t'as fini l'histoire. Tu voulais voir un petit peu plus. Si je donnais une note, je donnerais un petit 8. Franchement, j'espère que ce one-shot et Saraba Cherry Boy connaîtront un peu les mêmes destins que 17-21 et 22-26. Des petits one-shots par-ci par-là qui sont animés. C'est toujours cool en vrai, ça peut être intéressant. Sur ce, allez lire Kagurabashi. Malheureusement, je suis toujours pas sponsorisé pour dire ça, mais vous serez pas déçus. Et oublie pas de t'abonner et de commenter quel manga tu voudrais que je parle pour une prochaine vidéo.